Bienvenue dans Invisibili. Dans cet épisode, je reçois l'artiste, photographe et plasticien Smith. Ça fait plusieurs années que ses œuvres, son travail, sa démarche m'inspirent. Cet explorateur des seuils s'aventure sans cesse aux frontières de la science et de la conscience, du visible et de l'invisible, de la matière et du mystère, du minuscule et de l'infiniment grand, interrogeant nos liens, notre manière d'habiter le monde, l'infinie beauté du vivant et ce qui menace de nous en couper. Pour nourrir ses recherches, Smith a pris pour outil les nouvelles technologies, tout comme les technologies ancestrales d'expansion de conscience, de la méditation au psychédélique, en passant par la transe auto-induite, à laquelle il a été formé par l'ethnomusicienne Corinne Sombrin. Il s'entoure régulièrement d'alliés humains, qu'elles soient astrophysiciens, viticultrices, guérisseurs ou maraîchères, mais aussi non-humains, végétaux, minéraux ou animaux. Naviguant entre les mondes, du cosmos au compost, en passant par la jungle amazonienne, avec une curiosité sans fin. Ces images deviennent le vecteur de ses visions, de ses intuitions et des forces invisibles qui le traversent, l'habitent, l'accompagnent. Dans cet épisode, on parle entre autres de la maladie de la perception, de mutation, de fluidité, de rêve, de prière, de montagnes ardentes et de mots effervescents. Salut Smith, merci beaucoup de prendre le temps d'être dans Invisibili, de me recevoir chez toi et je suis très très heureuse de cette interview. Eh bien, bienvenue, nous sommes dans mon atelier et il fait au moins 50 degrés à Paris ce matin. Presque, mais il y a beaucoup de plantes autour de nous donc on va être bien accompagnés. Je voulais te demander d'abord à quel moment tu as commencé peut-être à t'interroger ou à te questionner sur l'invisible? Comment tu as grandi? Est-ce que dans l'enfance, c'était des questions qui t'habitaient? Est-ce que dans ton entourage, c'était des discussions qui étaient abordées? Est-ce que tu saurais te souvenir de ça? Ou peut-être que c'était beaucoup plus tard aussi? Alors, je pense que consciemment, c'était beaucoup plus tard, mais je pense qu'en termes d'ambiance, peut-être culturelle, voire spirituelle, je pense qu'on peut trouver des racines assez lointaines. Je pense qu'en termes d'intérêt personnel comme enfant, et sans doute comme beaucoup d'enfants, j'ai toujours été attirée par ce qui semblait relever du fantastique, de l'extraordinaire, de l'étrange, c'est-à-dire que tout ce qui concernait effectivement les mondes invisibles, les mondes de l'imaginaire, mais aussi les fantômes, les ovnis, les relations avec des animaux qui parlent, les mondes dans lesquels les plantes ont une puissance d'agir, etc. Tout ça qu'on trouvait facilement dans la fiction, et notamment dans la fiction pour enfants, m'habitait particulièrement. Et encore aujourd'hui, je pense que tous les films aujourd'hui auxquels souvent je fais référence quand on me demande de parler de cinéma sont avant tout des films qui ont été conçus pour les enfants. Je pense à l'Histoire sans fin, je pense à E.T., je pense à Peter et Elliot le dragon, je pense à toutes ces histoires où des enfants se lient d'amitié avec des personnages qui sont des portails vers des mondes imaginaires. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, une partie de mon éducation s'est faite dans un contexte assez catholique, et ce contexte-là m'a nourri, en fait, sans avoir développé une forme de foi très certaine, évidemment, dans l'enfance. En tout cas, c'était un climat qui était présent. Et pour moi, ça reliait aussi un petit peu ces mondes magiques. Le monde des miracles, le monde de l'espérance qui peut produire des effets, le monde des transformations, des transitions, etc. Donc je pense qu'on peut trouver des premières traces dans ces deux zones. Donc ça, c'est l'enfance, mais à l'adolescence, tu as commencé à t'intéresser au monde virtuel, au métavers. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui infuse un peu toute ta vie, cette quête un peu de la transcendance d'un endroit où on disparaît, où on est plus. Alors, je ne sais pas si c'était ça déjà à l'adolescence. Disons que j'ai toujours eu, et aujourd'hui encore, quelques difficultés relationnelles avec les autres humains, particulièrement dans des contextes disons sociaux ou mondains. C'est un milieu dans lequel je suis très peu à mon aise, et ce depuis toujours, et j'ai du mal à évoluer sur ce point. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, qui est normalement la période de la vie au cours de laquelle cette sociabilisation se stabilise un petit peu, qu'on commence à prendre des habitudes, des rituels collectifs, etc. Moi, je suis passée à côté de cette étape, et
la quasi-totalité de mon adolescence, je l'ai passée effectivement derrière les écrans. C'était le début d'Internet à l'époque, donc je parle du début des années 2000. Et c'était aussi le début des différents espaces virtuels dans lesquels une autre forme de sociabilité, de lien, de relation était possible. Donc ça pouvait passer des plateformes de jeux ou des métavers, des espaces comme Second Life par exemple, qui étaient importants pour moi parce que c'était des espaces dans lesquels on pouvait se composer une identité sur mesure. Un nouveau corps, un avatar, un nouveau nom, etc. Mais c'était aussi les forums de discussion, les plateformes de chat comme ICQ, IRC, etc. qui étaient pour moi vraiment des espaces de rencontre, de pensée, de partage. Et c'est là que à la fois mon éducation s'est faite en termes de culture, puisque c'est en discutant avec des compagnons et des compagnes virtuelles que j'ai découvert les références, les œuvres artistiques qui m'habitent encore pour beaucoup aujourd'hui, mais aussi les premières rencontres amicales, affectives, amoureuses, qui pour beaucoup ont donné lieu à des relations qui se poursuivent encore aujourd'hui, plus de 20 ans après. Est-ce que tu te souviens d'un exemple concret de ce mode de sociabilisation à l'époque ou d'une découverte que tu as faite à travers ça Tellement, parce que j'ai vraiment l'impression que la majeure partie de ma vie s'est passée dans cet espace, en fait. Avant que j'ai accès au monde de la nuit, de la fête, du clubbing, qui en était quelque part une prolongation, puisque c'était encore des mondes nocturnes, des mondes anonymes, des mondes où la forme de sociabilité dépend aussi d'un état de conscience légèrement perturbé, et qui fait que les relations sont pas les mêmes que dans le monde partagé, traditionnel. Des souvenirs, j'en ai beaucoup. Par exemple, autour des années 2000, il y avait une plateforme qui s'appelait LiveJournal, qui existe peut-être encore aujourd'hui, qui était une sorte de journal intime en ligne et sur lequel moi j'ai commencé à partager mes propres créations, mes photos que je postais quasiment quotidiennement. Donc il y a toute une sorte de communauté d'autres jeunes photographes que j'ai pu rencontrer à cette période. Et j'écrivais aussi à l'époque dans des fanzines et des magazines comme Mouvement sur la musique, notamment la musique électronique, la musique expérimentale. Et j'étais proche de toute une communauté de musiciens et de musiciennes, à commencer par exemple par Noé Cuellar, qui est un musicien expérimental américano-mexicain avec lequel j'ai gardé depuis la fin des années 90 une forte amitié. On a aussi travaillé ensemble, ou Victoria Lucas, qui a par la suite composé la quasi-totalité de mes films et de mes projets artistiques, et on s'est rencontrés sur ces plateformes. Et à mes yeux, ça créait des liens affectifs et intellectuels qui étaient d'une puissance que j'ai du mal aujourd'hui à retrouver dans les relations plus traditionnelles, parce que c'est comme si le fait de discuter immédiatement des choses qui nous intéressaient, donc de nous passer du small talk, des discussions qui souvent tournent autour des détails de la vie, nous on n'a jamais parlé de ça ensemble. On parlait directement de ce qui nous intéressait, d'art, de création, de métaphysique même. Et voilà, ça créait des relations d'une intensité, d'une profondeur que parfois je regrette, puisque Internet aujourd'hui permet plus du tout ce type de rencontre. Le permet peut-être sur des plateformes dont j'ignore l'existence, mais en tout cas, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui nous ont fait perdre l'accès à cette sorte de vérité où on avait presque la sensation de discuter d'âme à âme, indifféremment de l'âge, de l'origine, du genre, de la condition sociale de la personne. Et ça me manque un petit peu. C'est vrai que ça a switché. C'est vrai, vraiment l'inverse maintenant. Et après, donc tu dis que tu faisais déjà de la photo, tu partageais ta photo, mais après tu as quand même décidé de faire une école d'art, tu as étudié la philosophie, comment ça s'est passé ce cheminement en toi, et est-ce que c'était parallèle aussi à ta découverte du monde de la nuit, de la fête, qui en plus je trouve, je comprends ce que tu dis, parce qu'il y a une forme de rituel dans la fête, on est ensemble, c'est vrai, d'une autre façon. Alors, la photographie, elle a toujours été présente, puisque mes parents sont eux-mêmes rencontrés dans une école de photographie, ils étaient photographes, et la présence de cet outil, pour moi, s'est toujours manifestée comme presque une prothèse. C'est-à-dire que l'appareil photo était là, présent dans notre quotidien, et pour moi qui avait quand même des difficultés relationnelles et de communication avec les autres, ça a vraiment été une sorte
d'éléments transitionnels entre moi et les autres. Et quand je dis les autres, c'est pas seulement les autres humains. C'est-à-dire que j'ai toujours fait beaucoup de photos. Je m'amusais à faire des albums photos, etc. Donc ça a toujours été présent. Tellement présent que j'imaginais même pas ça comme un métier ou une carrière possible. Pour moi, c'était comme, j'en sais rien, respirer, manger. C'est-à-dire que faire des photos, ça faisait vraiment partie de l'existence, quoi. Donc j'ai fait d'abord des études littéraires et des études de philo. Et la photographie était là présente comme cette pratique quotidienne, presque médiatrice entre moi et le monde. Et arrivé à l'âge de jeune adulte, je me suis aperçue que ça prenait une place considérable dans mon existence. Et c'est aussi le moment où j'ai découvert des photographes comme Nan Goldin, par exemple, que je cite beaucoup pour ça. En découvrant son travail, j'ai eu l'impression que ce que moi je faisais assez intuitivement était assez proche de ce qu'elle faisait et qui était considéré comme des œuvres d'art. Et c'est là que j'ai pensé que montrer quelque chose de son intimité ne relevait pas forcément d'une forme d'impudeur, mais pouvait être l'idée de partager d'autres formes de vie, d'autres visions, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai considéré que mon travail pouvait prendre une dimension, une direction artistique. Et j'ai tenté plusieurs fois le concours d'entrée à l'école d'art alors que je faisais mes études de philo et ça finit par fonctionner. Donc c'est à ce moment-là que la transition s'est faite, mais finalement je suis assez satisfait que ça se soit fait d'une manière aussi naturelle, puisque avoir commencé la première partie de ma vie d'adulte en étudiant la philosophie était déjà une manière d'essayer d'en savoir plus sur les mystères de l'existence. Et ces recherches-là et tout ce que j'ai pu lire et apprendre à l'époque a considérablement nourri ensuite ce qui est devenu une vision artistique plus construite. Et en parallèle, la fête a pris sa place. Oui, la fête, en fait, elle est arrivée par plusieurs endroits. Déjà parce que j'avais cet intérêt pour la musique électronique, qui est une musique qui généralement est jouée dans des contextes festifs. Alors les musiques plus expérimentales peuvent être jouées dans des espaces plus sacrés, pourquoi pas des églises, des temples, des espaces dédiés à la diffusion multi-enceintes, de musique plus complexe, etc. Mais quand même, l'immense majorité du temps, les producteurs de musique électronique se produisent dans des clubs. Et donc pour aller les voir, je devais passer par ce moment où moi je consommais pas du tout d'alcool, de produits stupéfiants, etc. Donc du coup je recevais de manière très directe ces musiques qui étaient reçues généralement par l'ensemble de l'assemblée dans un état de conscience légèrement modifié, altéré. En fait, assez naturellement, peut-être par une forme d'empathie qui a peut-être été développée par la photographie antérieurement, j'ai pu m'adapter à ces états assez facilement sans avoir besoin de consommer les produits qui y conduisent. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'ai créé pour moi des sortes de techniques me permettant à la fois d'être au milieu des autres sans souffrir de cette proximité, de créer un contexte physique et mental me permettant d'accéder vraiment au cœur de cette musique qui est faite aussi, c'est quand même basé sur des rythmes qui invitent à la danse, au partage, à des moments presque rituels. Donc tout ça s'est construit en fait assez naturellement. Tu parlais du métavers, de ces endroits-là, de la fête aussi où finalement on n'est pas invisible, mais on peut être qui on veut. Et même dans ton œuvre trame où on suit une fiction, où tu crées des personnages, enfin, c'est comme si tu t'autorisais à être, plein d'êtres différents. Et dans cette œuvre-là, d'ailleurs, j'ai découvert le mot catastérisation. Et je trouve que tu crées comme un paysage langagier dans tes œuvres, parce que j'ai découvert beaucoup de mots, mais on sent, il y a comme un fil énergétique dans tous ces mots que tu utilises et que tu partages. Voilà. Donc, il n'y a pas de question dans ce que je dis, mais on suit le destin de ce cosmonaute et qui a un corps qui est pulvérisé dans l'espace un peu par erreur et qui devient constellation. Voilà, sur cette question de l'identité, même de s'identifier à plus grand, là, en l'occurrence, aux étoiles. Enfin. Alors, en fait, je pense que cette hypothèse du corps comme étant multiple et comme étant métamorphique, elle a toujours été présente chez moi. C'est-à-dire même en termes de potentiel, je me suis toujours demandé ce vers quoi j'allais muter, quoi. Enfant, je me demandais quand est-ce que j'allais devenir un petit garçon. Quand je regardais tous ces films, ces dessins animés, etc., qui montraient un monde purement métamorphique. Enfin, je citais l'Histoire sans fin, mais je pourrais citer Mary Poppins. Je pourrais citer en fait n'importe quel film dans lequel les corps ne font que passer d'un état à un autre. D'un seul coup, le corps peut se mettre à voler. D'un seul coup, on arrive dans un monde qui est un monde de fantaisie totale, dans lequel il y a des dragons, dans lequel les lois de la physique n'opèrent plus de la même manière. Donc, comme j'ai peut-être tendance à prendre les choses de manière très littérale,
pour moi, cette possibilité de la métamorphose et de la transformation permanente a toujours été une évidence. Et en grandissant, ça s'est pas estompé, puisque je me suis aperçue que même si le monde autour de nous, enfin ce qu'on appelle la société, nous invitait à nous identifier, à nous conformer, à nous définir, à nous en tenir aux assignations presque de naissance qui nous sont imposées, en fait, il existe d'autres manières de vivre et de vivre son corps et son identité. Donc ça, je l'ai vraiment toujours perçu comme un état naturel, l'état de changement, de métamorphose, de transition. Et en faisant mes études de philosophie, je me suis aussi beaucoup, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la science. Alors j'ai pas de formation scientifique, donc ce sont plutôt des ouvrages de vulgarisation qui m'ont enseigné ce que je sais, et aussi plus tard la proximité avec des chercheurs, des chercheuses que j'ai rencontrés sur les sujets qui m'intéressaient. Par exemple là, tu parlais du projet Traum, pour lequel j'ai discuté pendant vraiment des années avec des astrophysiciens, astronautes, astronomes, ingénieurs spatiaux, des gens capables de me transmettre un savoir avec lequel moi ensuite je peux créer des fictions qui sont plus plausibles, qui relèvent pas totalement de l'imaginaire. Parce que ce qui m'intéresse avec mon travail, c'est pas seulement de figurer des métamorphoses mythologiques, mystiques, fantastiques, c'est de montrer que l'état de métamorphose, c'est notre état naturel. Que rien n'existe dans un état statique, dans un état stable, et que tout est destiné à muter en permanence. Et ce que tu mentionnais sur l'utilisation des mots, en fait, j'invente quelquefois des mots, mais la plupart du temps, je vais chercher des mots qui sont inusités, dont on se demande bien d'ailleurs pourquoi ils sont inusités, et peut-être parce qu'ils ouvrent la possibilité de ce monde de transition qui va un petit peu à l'inverse de ce vers quoi notre société se dirige. Et donc aller les déterrer quelque part, les ressortir et les réactiver comme autant de manières possibles de se tenir dans ce monde me semble capital. Donc il y a la catastérisation qui désigne par exemple le fait pour, en l'occurrence, un héros, de mourir et de voir son âme placée dans les cieux par Zeus. Donc c'est devenir constellation en fait. Devenir constellation, pour moi, ça relève pas du tout du mystique, c'est notre destin. On était constellation. Par je ne sais quel truchement du hasard, on est devenu une poussière d'étoiles, on s'est déplacé, on s'est réassemblé, on a donné naissance à des cellules, à des êtres de plus en plus complexes, et nous voilà, et on est destiné à se décomposer, à devenir tout à fait autre chose. C'est ni fou ni mystique de dire ça, c'est purement matériel. Je parle aussi de désidération, par exemple, le fait de se sentir désorienté face à la disparition très physique des étoiles. On ne voit plus les étoiles parce que les cieux sont effacés par la pollution lumineuse, la colonisation capitaliste du ciel, etc. Ça peut être l'endocosmologie, considérer les étoiles, le cosmos, ce qui nous est extérieur, non pas justement depuis l'extérieur en envoyant des machines, des drones, des satellites, des vaisseaux spatiaux pour nous observer, mais comprendre la cosmologie depuis notre intérieur. Donc tous ces mots-là, pour moi, ils sont des mots très actifs en fait, ils sont effervescents. Ils viennent activer la possibilité d'une vision éclatée, étoilée, ouverte, métamorphique de l'identité, qu'elle soit humaine ou plus qu'humaine. Cette question des étoiles, ça alimente encore ton travail, et tu dis, c'est dans ton livre d'Ami, qui est magnifique, que c'est un monde, comme tu le dis, qui est désormais à conquérir, cet espace, ce cosmos, et plus le réceptacle de nos rêves. Et cette question du rêve, elle infuse de Traum, et après cette autre œuvre, Désidération. C'est quoi la place du rêve ? Comment ça t'a... Voilà, c'est quoi le rêve ? En fait, oui, ça part de cette lamentation que tu viens de citer, c'est-à-dire qu'il semble que très peu de personnes humaines aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, se soucient de la disparition des étoiles, et personne ne s'attriste du fait que le ciel ne soit plus qu'un espace à conquérir. Et plus un espace de rêve, de projection et de compréhension de nous, plus un tiers, en fait. Moi, j'aime bien appeler ça le tiers étoile, c'est-à-dire comment les étoiles peuvent devenir un tiers pour mieux nous comprendre, comme une sorte de psychanalyste cosmique, ou comme beaucoup de cosmologies autres que les nôtres font depuis, en fait, toujours. Oui, comme si, en fait, si on ne pouvait plus voir le ciel, on ne pouvait plus rêver nous-mêmes. Exactement. C'est comme si on était en permanence dans une cave, dans une grotte, ce qui nous ramène aussi aux origines de la philosophie, là encore occidentale, mais
il y a aussi cette phrase qui est connue, mais qu'il faut répéter sans cesse parce qu'elle est pertinente. Les phrases de notamment Kopenawa sur l'homme blanc qui ne sait plus rêver loin, qui rêve pas plus loin que le bout de son nez, et dont nos rêves souvent de blanc sont des rêves centrés sur nos désagréments, nos névroses, nos histoires, notre quotidien. Et les rêves ne sont plus des outils de connaissance, de savoir et d'alliance avec ce qui nous entoure, avec le monde de l'invisible en fait au sens large, qu'il s'agisse des entités désincarnées, des spectres, des ancêtres, peut-être des divinités, des présences non humaines en fait, ou tout simplement avec notre environnement le plus immédiat. Et quand je parle de rêve, j'inclus aussi disons les états de conscience fluctuants, augmentés, dans lesquels on est quelque part à cheval entre le rêve, la vision, la méditation, enfin en tout cas des états dans lesquels plus d'informations nous parvient qu'en état de veille traditionnel. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui caractérise ce présent désastré dans lequel nous devons habiter, c'est l'absence de lien avec ce qui ne nous est pas immédiatement utile, avec tout ce qui nous semble distant. Donc tout ce qui relève de l'invisible, du lointain, du minuscule, de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, tout ça, ça nous est de plus en plus éloigné et de plus en plus étranger. Et je pense que ce désastre vient justement de la disparition de ce lien et d'un défaut de perception, en fait, d'une maladie de la perception. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut plus percevoir tout un ensemble de choses, non seulement parce que soit c'est invisible, on ne voit plus voir des insectes à Paris, c'est quand même compliqué, voir des étoiles à Paris, c'est également compliqué, donc ces choses-là, on ne les considère plus. Et c'est complètement oublié que ces présences-là sont indispensables à notre vie. Et il faut trouver des manières de pas seulement réenchanter mais réhabiter notre perception, la nourrir, la travailler, et je pense que tout le travail que je fais consiste à ça en fait, à essayer de mettre en place des stratégies. Donc ça peut passer par des mots, ça peut passer par des œuvres qui sont en quelque sorte des seuils ou des portails, ou ça peut passer par des fictions qui nous invitent à travailler à nouveau notre perception comme presque un muscle indispensable à notre survie. Et donc notre considération pour ce que d'un seul coup on va se mettre à percevoir à nouveau. Et c'est pas seulement percevoir avec nos sens, c'est aussi intégrer dans notre manière de penser, c'est-à-dire intégrer dans notre comment on peut dire, dans notre imaginaire, dans notre considération plus générale, y compris en termes de législation, comment est-ce qu'on protège les territoires, comment est-ce qu'on protège les traditions, comment est-ce qu'on protège les rituels, comment est-ce qu'on protège les langages, comment est-ce qu'on protège le vivant en général, pour pouvoir lui faire une place et continuer à vivre avec nous parce qu'on en a simplement besoin. C'est pas seulement une question éthique, c'est aussi une question de survie. C'est marrant parce que j'ai fait un entretien avec un microbiologiste spécialiste des champignons, des mycorhizes et des relations entre les arbres et les champignons, qui a à cœur d'en parler au grand public parce qu'il dit on ne peut aimer, respecter que ce qu'on nomme. Et du coup, lui, il dit il y a 50% d'innommés dans le monde des bactéries, des insectes, tout ce qui est souterrain, par exemple, même ce qui vit dans les arbres. Donc lui, il lutte. Et c'est vrai qu'on n'a pas de mots, on ne le connaît pas. On sait pas, déjà qu'on ne sait pas ce qu'est l'arbre qui est en bas de chez nous, donc l'insecte encore moins. Mais je rebondis juste sur ce que tu disais sur David Kopenawa, qui, je précise, est le leader du peuple Yanomami, qui a écrit d'ailleurs un très beau livre, La chute du ciel, où il parle de tout ça. Et du coup, j'en viens à... Tu as utilisé au fil du temps donc, la technologie, qui fait encore partie de ton travail, mais des technologies d'accès à cet espace, on va dire. Tu dis matrice même. Tu t'es formé à la méditation transcendantale, que je trouve fantastique. Et après, tu as eu accès aux plantes médecine, aux plantes traditionnelles. Est-ce que tu peux nous raconter ce cheminement de l'apprentissage de ces techniques ? Alors, oui... Par où commencer ? C'est un vaste et passionnant. C'est vrai que c'est comme si je te demandais raconte-moi tout. Donc, exactement. Non, ça me va, j'adore. Je pense qu'on peut partir du rêve, puisque c'était ta question précédente. J'ai la chance d'avoir toujours rêvé et de me souvenir assez bien de mes rêves. Donc, les rêves pour moi, c'est un outil enfin, c'est même pas un outil, c'est un moyen d'évasion. C'est un moment que j'attends. À chaque fois que je me couche, j'essaye de penser à des choses dont j'ai envie de rêver, des graines que je sème comme ça et dont j'espère qu'elles vont commencer à germer et à naître dans la zone du rêve. Et
Dans mes rêves, il existe même un espace assez bien cartographié que j'appelle ma ville imaginaire et que je peux retrouver, pas systématiquement, mais quand même très régulièrement, et dans lesquels se produisent des choses, dans lesquels vivent des créatures, des personnes, dans lesquels se sont passés des événements. Et par moments même, la porosité entre la vie réelle et cette ville imaginaire est tellement importante que je ne sais plus dans quel espace se situe tel souvenir ou telle conversation que j'ai pu avoir avec des personnes, sachant que mon entourage a souvent un avatar dans cette ville imaginaire. Donc ça, plus effectivement les métavers, etc., dont on parlait précédemment, ont fait que pour moi, il a toujours existé des espaces autres qui appartiennent à d'autres régimes de présence, de vérité, de manifestation que celui dans lequel on est là, par exemple, aujourd'hui. Donc j'ai fait ces études de philo, puis des études d'art, puis je suis revenue à la philo par l'esthétique, parce que j'ai fait ensuite un doctorat en recherche-création qui agrège en fait la pratique et la recherche en esthétique. Et donc pendant des années, j'ai été plongée dans une réflexion très académique, une réflexion où tout ce qui est dit, écrit, doit être soutenu par des exemples, des vérifications, des études en fait. Et ça m'a quand même ancrée pendant des années dans un monde très... je ne vais pas dire matérialiste, parce qu'on était quand même voilà, dans une dimension philosophique et parfois métaphysique, mais qui en tout cas nécessitait une certaine... Ou intellectuelle. Voilà, on va dire intellectuelle, théorique, etc. Et en fait, c'est en passant toutes ces années vraiment à étudier, à lire, à essayer de comprendre par l'expérience, par la théorie des autres, que je me suis aperçue qu'il manquait cruellement un élément à ma compréhension du monde qui allait être une expérience plus incarnée de ces mondes métaphysiques, de ces hypothèses peut-être fantastiques, voire spirituelles, voire mystiques. Et il y avait vraiment un manque de connexion à ces espaces-là. Donc, malgré une éducation relativement catholique, la prière avait jamais fait partie de mes outils. C'est pas du tout quelque chose que j'avais intégré. Et j'avais entendu parler par Lynch, dont j'adore, comme toute ma génération, je pense, le travail, que l'un de ses outils, l'une de ses méthodes de création les plus importants était la méditation transcendantale. Et j'ai fait, je crois que c'était en 2017, une résidence de plusieurs mois en Californie, donc là où il a importé, parce que donc il a contribué, c'est pas lui qui l'a inventé, mais avec sa fondation, David Lynch Foundation, il a contribué à la démocratiser, notamment aux États-Unis. Et voilà, j'ai commencé à lire les textes qui étaient écrits sur cette pratique, jusqu'à décider d'aller me former à Los Angeles dans un des centres. Ah oui, toi, t'es allé jusqu'à Los Angeles, parce qu'on peut se former, il y a des petites formations à Paris. Je suis pas sûre que c'était le cas encore. Ah oui, bah, c'est cool, hein, en tout cas, d'aller plonger dedans. Non, mais c'est vrai. Et oui, c'était assez étrange, parce que d'un seul coup, les gens qui peuplaient, qui étaient les enseignants, ressemblaient beaucoup à des personnages de films de David Lynch. Mais vraiment. Et j'avais l'impression d'entrer directement, là on peut parler de matrice, dans la matrice de sa pensée, quoi. Il y avait quelque chose qui s'éclairait assez vite. Donc voilà, j'ai été formée à cette pratique qui est en fait une sorte de simplification de principes très 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 anciens, archaïques, de différentes pratiques, notamment de pensée liées au yoga, etc. et qui ont été d'une certaine façon adaptées à un public ignorant de cette histoire-là, mais transformé en un outil très très simple qui permet à quiconque, y compris à des enfants, de pouvoir entrer dans des états de méditation très facilement en fait. Y compris aux gens pressés. Y compris aux gens pressés, ce qui est souvent la première réserve qu'on entend quand on parle de méditation. Mais moi, j'arrive pas à penser à rien, j'arrive pas à faire le vide, ce qui est absolument pas ce que demande la méditation d'aucune façon. Mais la méditation transcendantale éloigne cette peur très immédiatement avec des techniques simples. Donc voilà, j'ai commencé par là et effectivement les résultats, entre guillemets, parce qu'on ne fait pas ça pour avoir des résultats, mais toutefois ont été assez rapides, c'est-à-dire que j'arrivais assez vite à entrer dans un état de méditation profonde. Et Lynch, dans un de ses livre consacré à la méditation qui s'appelle Catching the Big Fish raconte la méditation comme une sorte de descente à l'intérieur de soi jusqu'à rejoindre un état qui dans la méditation transcendantale s'appelle The Unified Field of Consciousness, le champ unifié de la conscience, et qui serait cette sorte de zone où tout est lié finalement, où tout n'est plus qu'un. Ça semble très complexe et en fait on atteint ce genre d'espace relativement facilement. Et c'est vrai que ce genre d'espace, quand on aime bien penser ou créer, c'est comme un parc d'attractions merveilleux, quoi. C'est-à-dire c'est comme si on entrait dans un espace assez proche de celui du rêve, mais dans lequel on est parfaitement actif. Donc ça a été mon premier effort, d'une certaine manière. Même si... Comme une nourriture, enfin... C'est ça.
Et j'ai voulu essayer d'autres choses, pas forcément pour aller plus loin, mais pour découvrir d'autres techniques. Et ça faisait des années que j'entendais parler de Corinne Sombrin, dont j'avais lu quelques livres et que j'entendais régulièrement dans les médias parler de son expérience, de la transcognitive auto-induite, etc. Et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a maintenant 6 ou 7 ans, et d'avoir été formée par elle à cette autre pratique qui pour moi ne remplace pas la méditation transcendantale. Les deux conversent, les deux sont deux technologies différentes, mais qui nous emmènent dans des endroits finalement assez proches. Et dans ce même laps de temps, là c'est un petit peu une coïncidence parce que c'était pas tellement une recherche de ma part, mais j'ai été amenée, on peut dire ça comme ça, j'ai été conduit vers l'Amazonie péruvienne, sans intention forte au départ d'y travailler avec donc, ce qu'on appelle parfois la médecine amazonienne, les plantes maîtresses, etc. Et sans en avoir une grande connaissance, ça s'est présenté sur mon chemin, on va dire ça comme ça. Et j'ai accueilli cette invitation assez naturellement en fait, parce que je pense que quelque chose en moi était prêt à ça, par justement la traversée de ces états, etc., dont je m'étais dit que les plantes dites maîtresses, donc celles qui, quand on travaille avec elles, quand on les consomme, donc souvent qu'on les fume, qu'on les boive sous forme de décoction, qu'on les mâche, etc., nous amènent le sentiment, la certitude d'une connexion avec un savoir plus grand qui nous traverse et qui devient presque intuitif. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces plantes là d'un seul coup, ça m'a paru tout à fait évident que c'était la suite de mon chemin et de ma traversée. Et voilà. Et ensuite ces pratiques là, j'ai trouvé des manières de les poursuivre en France grâce à d'autres technologies. Moi j'aime bien appeler ça des technologies archaïques de l'esprit. Quand on dit spirituel, pour moi c'est pas forcément religieux ou sacré, bien qu'évidemment cette dimension soit pour moi importante, mais c'est avant tout un travail de l'esprit qui a parfois besoin d'un élément extérieur, que ce soit un mantra, que ce soit une plante avec des propriétés psychoactives, que ce soit parfois la présence d'une autre personne qui va, humaine ou non d'ailleurs, qui va activer en nous cette ouverture vers quelque chose de plus grand. C'est une technologie, enfin oui, c'est ça. Puis même chaque élément de la cérémonie a un sens. Tout ça est c'est pas au hasard, quoi. Et d'ailleurs, Corinne Sombrin dit dans le livre que quand elle t'a rencontré, tu étais très obsessionnelle, très dans le contrôle. Que c'est plus le cas. Est-ce que quelque chose s'est ouvert avec ces pratiques ? Oui, absolument. Et je pense que en fait, c'est aussi arrivé parce que c'était le bon moment. C'est-à-dire que cette coïncidence aussi entre le moment où j'achève quelque part ma thèse, donc mon travail plus académique, théorique, etc. Quelque chose, c'est comme si je m'étais donné l'autorisation, comme si j'avais traversé un seuil qui m'autorisait maintenant à activer une partie de mon cerveau et même de tout mon organisme qui est plus intuitif, qui est moins réfléchi, qui est plus urgent, organique, archaïque, enfin comme si je me laissais en fait davantage traverser plutôt que d'essayer de tout maîtriser. Et quand j'ai rencontré Corinne, mon intérêt était d'abord intellectuel, parce que j'étais passionnée par son parcours, par sa manière d'en parler, par la générosité des techniques qu'elle a mises en place pour que, un petit peu comme Lynch avec la méditation transcendantale ou comme les organisations qui diffusent le savoir, par exemple de Nichiren Daishonin, un type de bouddhisme qui est basé sur la répétition du sutra du lotus, etc. C'est-à-dire dans tous les cas, il s'agit de technologies qui peuvent être enseignées très facilement, absolument à n'importe qui, et qui permettent d'augmenter notre perception, d'augmenter notre sensibilité. Et quand je dis augmenter, c'est pas dans le sens d'être toujours plus, c'est plutôt dans le sens de nous donner l'opportunité d'avoir accès pleinement aux fonctions que nos outils personnels, intimes, cognitifs, à ces fonctions qui sont présentes et qu'on a perdu l'habitude d'utiliser. Oui, c'est pas être plus, mais être plus humain. Oui. C'est être plus humain, c'est être plus terrien, c'est être plus cosmique. Enfin, en tout cas, c'est d'être, pour revenir à Krenak et Kopenawa, d'être moins sur le nez sur nous, en fait, et d'être plus ouvert, plus poreux, puisque, comme on disait tout à l'heure, déjà, on est constitué d'une multitude. C'est-à-dire que dire moi, déjà, c'est presque faux, ça n'existe pas, ça ne renvoie à rien. Il y a des milliards d'espèces différentes, avec des ADN différents d'une autre qui vivent en nous, qui nous transforment, qui nous modifient à chaque instant. Nous-mêmes, tout ce qu'on a presque, à part peut-être les os, tout va changer très directement de matière. On perd notre peau en permanence, on fait pousser de nouveaux poils en permanence, enfin on se renouvelle, on se régénère, on se décompose et on se recompose sans cesse. C'est ce que disait hier le microbiologiste, qui lui n'est pas du tout dans la mystique, mais qui disait en fait on n'a jamais été des individus.
En fait, vous arrivez aux mêmes conclusions par des chemins différents. Voilà. Et de cette rencontre avec les plantes est née une œuvre qui s'appelle Dami. En fait, j'ai la sensation, mais pour aussi l'avoir un petit peu traversé, que tu deviens autre dans ces expériences, tu accueilles l'autre en toi qui prend place en toi. Et donc cette question de la métamorphose, de la mutation, elle est assez évidente. Et tu décris des expériences dans lesquelles je me reconnais, mais je pense qu'ils sont assez universels dans ces zones-là. Est-ce que, si tu nous parlais de ça, et aussi commencer par ce que ça veut dire Dami? Alors Dami, c'est un mot que j'ai rencontré justement lors de ce premier voyage en Amazonie, qui est utilisé dans plusieurs langues panoanes, dont le sens varie légèrement en fonction des personnes qui l'utilisent. Le sens que moi j'ai retenu, c'est celui qui désigne les premières visions qui se manifestent lors de l'ingestion de la décoction dite d'ayahuasca. Et ces premières visions sont souvent, alors chez certaines personnes ça fera rien du tout, ça provoquera des malaises physiques, des vomissements, etc. Mais quand la plante travaille et qu'elle fonctionne et qu'on lui laisse l'espace de se manifester, souvent les premières visions, au bout de quelques heures, qui nous apparaissent, et puis pas... Bien sûr, tout le monde n'a pas de vision, mais en tout cas, ça peut être aussi des sentiments, des intuitions. C'est pas forcément visuel. C'est celui d'une, comment on pourrait dire ça, d'une plus grande porosité de son corps. C'est-à-dire qu'on perd l'illusion, comme le disait le microbiologiste dont tu parles, on perd le sentiment, qui est en fait une fiction, d'une imperméabilité du soi, d'une identité fixe en fait. Et on devient beaucoup plus conscient de notre porosité avec notre milieu, notre environnement immédiat. Si on est dans la forêt amazonienne, c'est très vraisemblablement des arbres, des feuilles, des branches, des lianes, peut-être des serpents, peut-être d'autres animaux, peut-être aussi d'autres présences, d'autres entités, etc. Et d'un seul coup, la sensation de son corps, la sensation même de son identité s'ouvre, se dilue, se diffuse, s'étoile vers d'autres formes. Le bras peut devenir mouvant comme un serpent, on peut avoir son bassin qui se met à onduler comme si on était une sorte de plante qui s'enroulait autour d'un arbre, etc. Et c'est une sensation qui peut être inquiétante, mais qui, je pense, nous ramène à quelque chose de tellement naturel et finalement de tellement juste qu'assez vite on s'y habitue, et l'enjeu va ensuite être de réintégrer le monde en ayant le souvenir de cette continuité et de cette porosité. Et c'est vrai que donc c'est ça que désignent les damis. Alors le mot est aussi utilisé par exemple pour les dessins que font certaines communautés. Je pense on parle souvent des dessins, des shipibos, etc. qui vont... Ça s'appelle aussi les kénés, non? Exactement. On est dans le même registre, c'est-à-dire des dessins qui vont être aussi en lien avec les chants on va dire entre guillemets des chamans, même c'est pas le mot qu'on utilise, et qui vont être presque des cartographies parfois de ces mondes invisibles, ou qui vont être des guides pour pouvoir à suivre à travers un chant, un souffle, un icaro, etc., qui va nous guider dans ces espaces-là invisibles qu'on peut cartographier par dessin. Donc Dami, en fait, c'est ça, c'est la première communication avec le monde invisible, qui est l'idée d'une ouverture et d'une porosité. Et ça a fait tout de suite écho chez moi ce concept, parce que effectivement avec Traum, le projet Traum, j'avais parlé, comme tu le disais, de corps qui mutent, qui se métamorphosent. Un cosmonaute devient une constellation, mais change aussi de peau, et remplacé par un amas d'étoiles, et devient un autre personnage, etc. Enfin, il y avait déjà une mutabilité comme ça des identités. J'avais aussi beaucoup travaillé sur la question du spectre, du fantôme, avec l'utilisation de la caméra thermique qui nous fait voir des présences invisibles et qui quelque part les inscrit quand même dans le réel, parce que c'est pas un outil de science-fiction, c'est un outil scientifique. Et c'était comme la continuité naturelle en fait, d'avoir accès aux damis et d'avoir accès plus tard à des visions peut-être justement qui me semblaient plus exogènes, qui semblaient plus seulement considérer, regarder mon corps et mes perceptions, mais me donner aussi accès à un monde plus vaste, plus grand et très 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 peuplé, très habité. Et c'est pas parce que mes 5 sens, ou mes je ne sais combien de sens on a, très certainement plus que 5, en tout cas quand on travaille avec les plantes maîtresses on en a beaucoup plus que 5, mais me donne accès à une vision du monde qui est minuscule. Je crois qu'un scientifique avait postulé que nous humains, avec notre appareil biologique perceptuel, on avait accès à 0,01% de la réalité autour de nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux ondes, aux vibrations, aux ultrasons, à l'infrarouge, à je sais pas, avec mon corps je peux pas percevoir la 5G, la bande FM, les variations météorologiques, etc. En fait on peut.
Il suffit simplement d'habituer son corps et son esprit à y redevenir sensible. C'est pour ça que je parlais du désastre actuel, écologique, etc., même on pourrait dire humain, comme d'un défaut de perception. Et je trouve que ces technologies-là, quelles qu'elles soient, toutes celles dont on parle, pas seulement les plantes maîtresses, mais aussi les pratiques cognitives, etc., nous réouvrent cette possibilité de percevoir ce qui nous entoure et peut-être de retourner à notre juste place dans cet espace qu'on a en partage qui est notre planète Terre. Ce que je trouve beau, c'est que toi, tu essayes de partager quand même quelque chose de ces endroits-là et ton outil, c'est la photographie et cette caméra thermique qui est maintenant devenue ta marque de fabrique où tout se mélange, c'est diffus, c'est mouvant. Donc tu as trouvé quand même un endroit où tu arrives à le figurer. Je trouve ça assez dingue. Et dans Dami, tu photographies des plantes, mais c'est presque un autoportrait parce que la plante, c'est toi. Donc je me suis dit, bon, finalement, parce que tu fais aussi beaucoup d'autoportraits, on voit cet autoportrait de toi avec un néon qui représente peut-être la liane. Donc voilà, je me suis dit, finalement, c'est une série d'autoportraits, même les plantes. Mais en tout cas, sur l'usage de cette caméra thermique qui arrive à retranscrire quelque chose, ça doit être assez satisfaisant, je trouve. Alors sur cette histoire d'autoportrait, c'est très juste. En fait, alors là, ça va paraître peut-être tout à fait monocentré pour quelqu'un qui est en train de parler d'ouverture, mais je pense que je peux considérer une très grande partie de mon travail, y compris le travail de fiction, les courts-métrages, etc., comme des autoportraits. C'est-à-dire que mes plus anciennes séries qui étaient des portraits de mes amis, de mes amis, des gens que je fréquentais à l'époque, pour certains qui étaient des personnes que je venais juste de rencontrer, que j'ai photographiées qu'une fois, pour d'autres des amis qui m'accompagnent encore aujourd'hui, je les considérais presque comme des autoportraits parce que l'image disait moins d'eux qu'elle ne parlait de notre relation et qu'elle ne parlait au fond de moi, ma position par rapport à eux. Toutes mes premières images sont des images qui concernent la question de la transition de l'adolescence à l'âge adulte, la transition de genre, la transition d'état, du sommeil à la veille, etc. Donc ça m'intéresse toujours les seuils, vraiment les endroits où les choses entrent en relation. Et effectivement, la caméra thermique, quand je l'ai découverte autour de 2010 pour un premier projet artistique que je pensais à l'origine être un projet relevant vraiment du fantastique, s'est avéré devenir pour moi, comme l'avait été auparavant l'appareil photo traditionnel, vraiment une prothèse, mais cette fois-ci qui me permet pas seulement d'entrer en relation avec le monde comme l'appareil photo, mais qui me permet de figurer le monde tel que je le pressens et je le perçois dans ces états-là, disons non ordinaires. Et à chaque projet que j'ai pu mener avec elle, donc spectrographie autour des fantômes, de ce qui reste de l'identité après la disparition du corps, dans Traum figurait peut-être le monde du rêve, dans Traum il est aussi question de trauma, de traumatisme et de comment le rêve peut être une stratégie post-traumatique de reconfiguration de son identité après quelque chose qui nous a complètement détruit, plastiqué. Avec Décidération, la caméra thermique vient davantage nous révéler un monde où tout est en relation, où tout ce qui existe n'existe que dans la relation avec ce qui l'entoure. Par exemple, il y a la photo dont je parle souvent d'un arbre photographié la nuit, donc qui est supposé apparaître tout noir, ne pas apparaître du tout en fait à l'image, et qui après avoir été caressé par une main humaine chaude, garde la trace de cette main qui vient du coup illuminer le relief de l'arbre, le lierre qui pousse, les détails de l'écorce, les petits insectes qui sont dessus, simplement par un geste de soin. La caméra révèle ça, elle l'invente pas. Et avec Dami, là, c'est vraiment davantage l'idée, exactement comme les visions dites Dami, d'un monde où tout se transforme en permanence. Chaque chose se transforme à son échelle. Une météorite, une pierre va se transformer peut-être beaucoup plus lentement qu'une plante ou qu'un insecte qui aurait une durée de vie de quelques heures ou de quelques jours. Mais la caméra thermique me permet de figurer un monde où tout est en permanence en train d'être transformé par son environnement, par son milieu. Il n'existe absolument aucune entité imperméable. Donc il y a un cochon qui est en train de manger un tas de feuilles et sur son oreille, qui est au premier plan de l'image, on voit le réseau de ces vaisseaux sanguins qui ressemblent en fait à la structure de la feuille ou de la fougère qu'il est en train de manger. Un personnage humain semble endormi sous un grand ciel. On voit en tout petit la présence de la lune, mais quand on regarde le visage humain, il semble lui-même être devenu lunaire et de cette matière comme ça de cendre
Ça peut être des mains qui se touchent, qui se transfèrent mutuellement leur chaleur ou leur fraîcheur, et d'un seul coup, l'image donne naissance à une sorte d'arc-en-ciel entre deux personnes qui est simplement la transmission de leur chaleur. Donc, pour moi, les outils technologiques que j'utilise n'entrent pas du tout en contradiction avec les technologies plus archaïques, les technologies de l'esprit peut-être plus anciennes, qu'on pourrait croire périmées, et dont je pense qu'au contraire, il est absolument indispensable de les démocratiser, de les partager, d'en parler, même si ça pose des questions éthiques, notamment par rapport à l'ayahuasca. Mais je sais que tu en as parlé dans un autre épisode. La prédation des plantes. L'extractivisme, etc., qui s'accompagne de questionnements qu'il ne faut absolument pas délaisser, qui sont loin d'être résolus encore aujourd'hui, c'est-à-dire le désir de démocratisation, de découverte, de partage, et en même temps ce sont des ressources qui sont limitées et qui s'accompagnent de traditions dont il ne faut pas complètement s'extraire, parce que sinon en fait la plante ne fonctionne pas. Elle a besoin aussi d'un contexte, comme tu le disais tout à l'heure, qui est très précis, qui a été travaillé pendant des centaines d'années, peut-être même plus, et sans ce respect-là, elle perd quelque part sa force. Donc ça pose toutes ces questions de lien entre les technologies les plus contemporaines et les technologies les plus anciennes. Or, les technologies les plus contemporaines viennent très souvent de l'armée. C'est-à-dire que beaucoup d'outils que j'utilise, la caméra thermique, parfois des outils qui viennent du monde spatial, les drones, ce sont des outils ou évidemment l'intelligence artificielle, ce sont des outils qui ont soit été créés pour le monde militaire, soit que le monde militaire aujourd'hui s'approprie et utilise pour tuer, et puis pas seulement le monde militaire, le monde plus généralement capitaliste, extractiviste, etc. Je pense aux drones, comment ils servent à quadriller par exemple l'Amazonie pour mieux la découper entre prédateurs agro-capitalistes qui vont décider s'ils décident d'y mettre de l'agriculture intensive, de bétail, d'huile de palme, etc. Donc en fait toutes ces questions-là sont liées, et dans mon travail j'essaye de faire en sorte que ces outils de destruction, que ces outils de mort, que ce soit la mort des territoires, la mort de ce qu'on pourrait appeler le non-humain, ou alors la mort plus très directe des populations humaines, comme on le voit aujourd'hui dans les guerres qui sont en cours, ces outils-là, ils ont toujours un revers. Il y a toujours une prise, un endroit par lesquels on peut les attraper pour les retourner comme des gants et pour les faire finalement traverser de la mort vers la vie. Et c'est le cas de la caméra thermique. Elle est faite habituellement pour détecter des corps en embuscade. Elle est utilisée par les chasseurs, elle est utilisée par les militaires en charge de tuer, mais elle peut aussi nous montrer l'alliance, l'amour, la diffusion de chaleur, le soin, la façon dont tout est en relation. Et donc quelque part, à chaque fois que j'utilise ces outils, mais même l'appareil photo traditionnel, c'est un outil qui est à l'origine coloniale, qui servait à trier les corps dans les colonies, à les inventorier quelque part, et dans mon travail, il devient plutôt un outil d'attention, de soin, de relation, etc. Donc je pense que il faut faire réfléchir, penser et travailler ensemble ces technologies archaïques, ces technologies de la jungle, ces technologies de la forêt, ces technologies du désert, ces technologies de l'eau, que souvent les religions aussi se sont construites en utilisant des éléments. Je pense au baptême par exemple, je pense à des choses comme ça qui sont aussi des techniques de transformation. Et les technologies, optiques, informatiques, etc., plutôt que de les laisser nous détruire, d'essayer de s'en faire des alliés pour trouver une manière de représenter le monde de manière plus juste. Tu parles de techno-chamanisme, ça se situe à cet endroit? Oui, c'est un mot qu'utilisent aujourd'hui plusieurs chercheurs et chercheuses dans différents domaines. Moi, c'est par une chercheuse brésilienne qui s'appelle Fabiane Borges que je l'ai entendue d'abord, et elle en parlait notamment en ce qui concerne l'utilisation par des peuples, par exemple les différents groupes Yanomami au Brésil, auxquels, lorsqu'on leur fournit les capacités, par exemple, de s'envoyer des messages radio, de communiquer par Internet, mais sans les réseaux habituels, satellites, 4G, etc., les drones peuvent d'un seul coup retrouver une puissance d'autodéfense en sachant, par exemple, pouvoir entrer en contact les uns avec les autres quand il y a un danger, quand il y a des orpailleurs, quand il y a d'un seul coup des personnes qui vont essayer de s'approprier leur territoire en déforestant, le braconnage, etc. C'est difficile quand on n'a pas de moyens de communication entre les différents groupes. Et le techno-chamanisme, ça peut être ça. Ça peut être fournir à des groupes des moyens de communiquer, et donc des moyens de s'ériger en une forme plus grande et de devenir peut-être même une force politique, comme on l'a vu d'ailleurs au Brésil ces dernières années,
années, où c'est quelque chose qui est de plus en plus possible. Donc il y a d'abord cette dimension qui est plutôt technologique et politique, et il y a aussi aujourd'hui dans le domaine de la recherche en art, des chercheurs et des chercheuses, je pense à Edward Shanken avec lequel je travaille depuis quelques années, qui enseigne à l'Université de Californie à Santa Cruz et qui lui fait le tour du monde depuis quelques années pour rencontrer dans beaucoup de pays différents des personnes qui sont souvent issues d'origine indigène, on va dire, de différents lieux autochtones, de différents lieux de la planète, et qui vont utiliser des stratégies pour faire se rencontrer à la fois des technologies, voilà, souvent liées à l'informatique, à l'IA, à tous ces outils-là expérimentaux, ou là encore venus des mondes, voilà, des technologies, et des rituels, des pratiques ancestrales, des savoirs plus anciens lesquels portent et qu'ils vont réussir à manifester dans leurs œuvres à partir de rencontres entre ces deux formes de connaissances, quoi. Donc oui, le techno-chamanisme m'intéresse dans cette dimension-là. Peut-être que le terme est mal choisi, parce que c'est vrai que chamanisme nous emmène immédiatement sur une piste peut-être plus serrée que ce que ces termes acceptent en réalité. Tu l'as déjà dit, mais tu as travaillé avec il y a une transversalité en fait des domaines dans ton travail qui est fascinante. Tu as travaillé avec tu l'as dit, des astrophysiciens, mais tu es allé aussi dans un vignoble. J'adore cette histoire, je la trouve incroyable. Où tu as fini dans un compost, en transe dans un compost. Alors dit comme ça paraît bizarre, mais ça a été une expérience mystique. Et d'ailleurs, tu décris ces femmes qui travaillent dans ce vignoble comme des curanderas, comme des guérisseuses aussi de cette terre. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de compost ? Et puis, tu parles de tout un tas de synchronicités qui arrivent aussi dans ton travail, comment tu te retrouves dans des territoires et des zones où étaient tes ancêtres, comme si tu étais guidé de manière invisible. Et quand on dit on est multiples, nos ancêtres, ils sont dans nos cellules. Peut-être qu'ils vivent à travers nous des expériences ou des choses qu'ils auraient aimé vivre, j'en sais rien. Donc, tu nous parles un peu de cette expérience dans ce compost et de ce travail, en fait, de recherche. Alors, le compost, tout le monde connaît ça comme cette espèce de tas de détritus malodorants en décomposition qu'on met le plus loin de soi possible au fond du jardin. En réalité, le compost, pour moi, c'est une matière quasi mystique. Déjà, compost, ça veut dire mélanger. Et en fait, c'est effectivement mettre ensemble des restes organiques, j'ai pas du tout envie de dire détritus, parce que ça en est pas en réalité, qui vont être impropres à la consommation, humaine en tout cas, ou animale, et qu'on va décider de laisser se décomposer jusqu'à ce que la matière se transforme et devienne fertile. Et je trouve que dans le motif du compost, absolument tout ce dont on est en train de parler est contenu. C'est-à-dire que c'est pas unique, c'est multiple, c'est un élément, le compost, mais qui est en fait construit depuis une multiplicité, depuis une grande variété, depuis une diversité, et qui en se décomposant ensemble, en mourant ensemble en fait, finit par renaître ensemble. Et moi ça m'intéresse aussi parce que une autre peur qui me semble régir notre présent aujourd'hui, c'est la peur de la mort, la peur de la perte, la peur de la décomposition, alors que c'est pas la fin de la vie. C'est une autre forme, c'est une autre mode d'expression en fait de la vie. Et se débarrasser de cette peur me semble absolument capital si on veut progresser, en tout cas de notre vivant. Et j'ai l'impression que c'est ce à quoi le compost nous invite. Donc je m'étais dit que j'allais faire cette expérience. J'étais en résidence dans un vignoble qui s'appelle Château Palmer dans le Médoc, qui est une région où je passe beaucoup de temps par ailleurs, plutôt dans le Médoc Atlantique au bord de l'océan. Et donc moi je consomme pas d'alcool, donc le vin était un produit pour moi tout à fait mystérieux et le demeure d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais j'étais intéressée par leur invitation puisque c'est un vignoble qui travaille en biodynamie. Donc c'est pour le dire très vite, une technique agricole qui consiste à prendre en compte l'intégralité du milieu qui entoure ou auquel appartient le produit qui va être mis en avant dans la culture, en l'occurrence les vignes. Et en fait la vigne, d'ailleurs la vigne ça fait penser à la vine, à l'ayahuasca par exemple, à la liane, c'est une plante qui est intéressante parce que c'est une plante qui est sociable, qui a vraiment besoin d'un environnement riche, diversifié pour pouvoir donner son plein potentiel en fait. Et puis surtout pour pouvoir vivre longtemps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'agriculture qui épuise les sols et de penser seulement à dans 10 ans, pas penser plus loin que la prochaine récolte. Dans l'idée de la biodynamie, il y a l'idée de prendre en compte non seulement les autres espèces qui vont cohabiter, animales, végétales, mais aussi minérales, qui vont cohabiter avec l'espèce principale, donc la vigne. Donc ça peut être planter des arbres fruitiers pour que tel oiseau vienne, que tel oiseau va attirer tel prédateur, il y a toute une sorte de chaîne en fait, toute une continuité du vivant qui va permettre d'enrichir les sols
sols, qui va permettre de protéger les vignes et qui va permettre quelque part de les renforcer. Et c'est prendre en compte l'environnement microscopique, donc ça va être les minéraux contenus dans le sol, dont on va comprendre qui sont bons ou mauvais en fonction des herbes dites mauvaises qui vont pousser, qui sont un indicateur de la nature des sols, par exemple. Donc ça force à avoir du soin, à avoir de l'attention pour ce qui pousse ou pour ce qui ne pousse pas, mais aussi l'environnement le plus large avec la position des étoiles, des planètes, de la Lune, dont on sait aujourd'hui qu'il relève pas du tout de la croyance, de prendre en compte ces éléments-là lorsqu'on plante, lorsqu'on récolte, lorsqu'on cultive, etc. Donc c'est vraiment penser le vivant dans son environnement le plus complet. Donc ça forcément ça m'intéresse. Et donc il s'agit pour que la récolte soit la plus juste quelque part possible, et puis aussi si possible la meilleure, qu'un minimum d'intrants extérieurs, c'est-à-dire de fertilisants qui viendraient de l'extérieur, puisse être dispersé sur le territoire. En fait, il faut que tout reste dans son écosystème quelque part naturel. Et donc avec quoi on, entre guillemets, fertilise? Avec le compost, qui est issu des espèces du terrain en décomposition qu'on met ensemble. Donc le compost devient, plus seulement les détritus, mais vraiment la matière première qui va permettre à la vie de se poursuivre. Et donc le tas de compost dans ce château est particulièrement impressionnant, c'est quasiment une montagne. Et à la caméra thermique, je me suis aperçu que cette montagne était ardente, qu'en fait ça dégageait de la chaleur, puisque ça vit, ça remue, ça se transforme, donc ça libère de l'énergie, de la chaleur que voit la caméra thermique. Donc c'était assez magique comme ça dans la nuit de voir ces montagnes ardentes se dresser devant moi. Et je suis allée effectivement passer plusieurs nuits à proximité, voire dans ce tas de compost, qui a un stade avancé de décomposition ne sent plus du tout mauvais, c'est-à-dire ça dégage au contraire une odeur de peau pourrie, la matière devient presque comme du sable, et c'est vraiment une matière agréable, chaude. Et quelque part y passer quelques nuits était pour moi aussi une manière de me défaire de cette peur que, même si je me laisse pas envahir par elle, est tout de même présente de la fin du corps, de la décomposition, de la transformation. Et c'était quelque part un exercice pour éprouver ce que ça pouvait donner. Et effectivement, donc l'expérience a été magnifique. J'en tire plusieurs photographies et j'en tire aussi indirectement une autre œuvre. Donc c'est marrant que tu faisais référence dans cette même question aux insectes, parce qu'effectivement j'ai découvert a posteriori que mes grands-parents maternels, qui étaient originaires de cette région éloignée, en Aquitaine, s'étaient rencontrés pour la première fois à une kermesse qui avait été organisée par les enfants du coin, comme chaque année par le Château Palmer. Ça me paraît incroyable. Ouais, ça paraît incroyable, mais le fait est tout à fait vérifiable, puisque la principale intéressée me l'a confirmé il y a encore peu. Et par ailleurs, dans le même temps, j'ai fait un travail dans le nord de la France, au Fresnoy, qui est une école où j'ai été étudiant puis enseignant, qui est consacrée justement à faire se rencontrer les nouvelles technologies et l'art contemporain. Et j'ai réalisé une autre œuvre qui était aussi issue de quelque part cette expérience et d'autres expériences encore, qui s'appelle L'Extase de Monsieur Patate, et qui est une sorte d'autoportrait en 3D, qui est en fait une sculpture suspendue au plafond comme une sorte de lévitation lumineuse qui est montrée dans un espace très sombre. Et il y a comme ça, beaucoup de gens le voient pas d'ailleurs, il faut vraiment... quand même, si, c'est magnifique, on lève les yeux et il y a cette espèce de corps cambré offert à l'univers complètement, en plus transparent, c'est comme une étoile, c'est magnifique. En fait, cette œuvre a été réalisée et installée à l'endroit précis où mes autres grands-parents, mes grands-parents paternels, se sont rencontrés. Et donc le Fresnoy, avant d'être une école d'art, était un dancing. Mon grand-père était jardinier dans des cimetières et ma grand-mère travaillait comme assistante médicale à l'époque. Et donc ils se sont rencontrés au Fresnoy à l'époque où c'était un dancing. Et donc ces deux événements sont produits vraiment dans le même moment, en 2023 ou 2024. Et ça a été assez étonnant parce que c'était comme si, quelque part, mon cheminement, naturellement, m'amenait à me reconnecter à la présence de ces ancêtres, pour la majorité d'entre eux, aujourd'hui disparus et qui continuaient effectivement à exister, pas seulement en se manifestant à travers mon ADN et mes cellules, mais aussi très directement dans les directions que prennent mon existence. Et les œuvres essayent aussi de refléter ça, c'est-à-dire qu'on est en permanence en connexion avec ce qui nous précède, que ce soit matériellement, culturellement, de manière civilisationnelle, mais aussi de manière très organique, cellulaire, etc. J'allais dire, il y a tout ça dans Monsieur Patate, qui en plus un nom complètement décalé par rapport à tout ce que ça raconte, mais je trouve ça, justement, t'en parles, c'est intéressant, mais il y a tout ce processus de réflexion, il y a cette ouverture vers, l'infini.
il y a cette disparition, il y a cette métamorphose parce que les membres se transforment. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment une œuvre qui a un carrefour. J'aime bien le mot de carrefour. C'est drôle, je l'utilise jamais. J'utilise souvent seuil. Carrefour, c'est très bien aussi. Carrefour, tu sais, il y a un dieu dans la cosmogonie Yoruba qui s'appelle Eshu et qui est la divinité des carrefours. Et c'est magnifique. D'ailleurs, tu peux écouter un épisode avec Kevin Ademola, qui est un artiste plasticien qui en parle un petit peu. Mais cette notion de carrefour, moi aussi, j'adore. Parce qu'en fait, c'est là où il y a un truc très puissant qui se passe. Ah oui. D'un seul coup, des portes s'ouvrent. Oui, c'est des carrefours. En fait, c'est d'abord souvent des carrefours de sens et des carrefours d'expérience. Et dans chaque œuvre, j'essaye un petit peu de faire rentrer comme un témoignage, une carte postale, un instantané, de tout ce qui va pendant généralement quelques mois, quelques années m'obséder, jusqu'à m'habiter complètement, et les œuvres en deviennent la résultante en fait. Oui, parce que j'oubliais, pardon, mais il y a aussi l'expérimentation avec des scientifiques alors tu dis impesanteur, on ne dit pas apesanteur. Impesanteur. Enfin, donc tu as passé du temps et tu as eu cette expérience. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans une œuvre. C'est riche. Disons que, oui, pour revenir à Monsieur Patate, à l'extase de Monsieur Patate, il s'appelle comme ça parce que dans ce tas de compost, j'ai vu pousser une pousse de pommes de terre. C'est-à-dire sans doute une pomme de terre avariée ou déjà trop germée y avait été jetée. Et un matin, comme ça, dans ce tas noir brûlant du compost, a émergé une petite feuille vert fluo qui était presque miraculeuse en fait. Et moi-même, j'avais passé la nuit dans ce tas de compost, donc je me sentais presque en continuité, ça c'est encore les damis, avec cette pousse de pommes de terre. Et j'avais aussi assisté au Pérou, sous un arbre, à la transformation complète d'un insecte. C'est-à-dire j'avais vu un insecte quitter son ancienne peau, son exuvie, très péniblement, vraiment dans la lutte, et trouver sa nouvelle forme qui ressemblait beaucoup à cette pousse de pommes de terre, elle aussi brillante, phosphorescente dans la nuit, etc. En fait, j'ai eu l'impression dans les deux cas qu'il était question de métamorphose et qu'il était question de métamorphose que j'avais moi-même quasiment ressentie dans mon corps, par empathie augmentée par l'état de transe, etc. et que dont j'avais envie de témoigner en donnant à ces transformations, à cette métamorphose, une forme habitable par mon propre corps. Donc effectivement, cette forme lévitante et lumineuse, ses membres sont devenus des tubercules de pommes de terre et la matière du corps est un genre de plastique qui ressemble à l'exuvie d'un insecte, un petit peu crispy comme ça. Et ce plastique a été fait à partir de déchets recyclés de l'industrie pharmaceutique qui font écho directement à moi, tous les produits, comme on pourrait dire, pharmaceutico-pétrochimiques que j'utilise pour le propre développement de mon corps, pour ma transition, etc. Donc c'est vraiment une exuvie au sens d'une ancienne peau en fait que je laisse derrière moi. Et une autre expérience effectivement qui a inspiré cette œuvre, ça a été celle d'un vol en impesanteur dans l'Airbus R0G, qui est un Airbus qui effectue des paraboles au-dessus de l'océan Atlantique et qui permet dans le temps, en fait, de vraiment le moment où l'avion commence d'abord par piquer vers le ciel avant de piquer vers la mer, dans le moment de la bascule entre ces deux mouvements, l'avion est comme, on pourrait dire, chute, il est comme en chute libre, et pendant une vingtaine de secondes, tous les corps qui s'y trouvent chutent avec lui. Et donc on est en impesanteur réelle, c'est-à-dire que d'un seul coup on n'a plus de masse, d'un seul coup on flotte, d'un seul coup on sent plus son corps. Comme les astronautes, en fait, c'est un avion qui est destiné à l'entraînement des astronautes et à la réalisation d'expériences scientifiques, ce qui permet de pas les envoyer dans la station spatiale internationale et de les réaliser à un coût inférieur. Et donc, pendant cette expérience, j'ai pu expérimenter pendant plusieurs minutes un état d'impesanteur réel qui, en fait, m'impressionnait beaucoup en amont. C'est-à-dire, j'avais très très peur déjà de l'opération aéronautique que je trouvais douteuse, ouais. Un peu inquiétante. Et d'autre part, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, de manière très étonnante, j'ai eu le sentiment de retrouver un état naturel. C'est-à-dire que presque immédiatement, au moment de la première parabole, alors au début on est un peu maladroit, je me suis cogné la tête au plafond parce que j'étais un peu trop enthousiaste dans mes mouvements, mais en fait très vite, on retrouve un état qui donne le sentiment de l'avoir connu depuis toujours. Et c'est là que ça a commencé à me travailler, disons d'un point de vue peut-être même plus, on pourrait dire métaphysique, mystique, pas seulement artistique, c'est que je me suis demandé
quel souvenir, d'où venait ce souvenir qui était présent en moi au point de s'activer en un quart de seconde comme étant mon état naturel. Ça n'a rien à voir avec l'enfant dans le ventre de sa mère où il flotte, il est dans un état où il est dans de la matière. C'est pas non plus la même chose qu'être sous l'eau ou que nager, parce que là il y a encore de la matière autour de nous qui nous porte, qui nous tient. Non, là non, on est presque que pur esprit. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec les représentations qu'on trouve dans l'histoire de l'art, notamment des expériences des saints qui lévitent, qui souvent ils sont représentés lorsqu'ils lévitent d'une manière absolument identique aux gestes et aux postures qu'on adopte naturellement en état d'impesanteur. Donc ça m'a vraiment donné l'impression d'accéder à une expérience qui venait, là encore, augmenter ma perception, la perception de mon corps dans son environnement, d'une manière qui confine effectivement à quelque chose qui semble relever de l'imaginaire, mais qui est peut-être une mémoire très ancienne en nous, d'un état de flottaison, de lévitation, je ne sais pas comment dire, de suspension en fait, auquel on peut donner le sens qu'on veut, mais moi j'y vois vraiment un état premier. Tu mets souvent ton corps dans, moi je dis des états un peu extrêmes, parce que tu as aussi fait une résidence dans le désert en Californie, où tu étais là en pleine chaleur, avec ta caméra thermique. Toi tu dis que tu aimes mettre ton corps en crise, je crois, enfin c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que tu trouves à ces endroits-là, et aussi, si tu peux nous parler de cette expérience par exemple dans le désert, on a parlé du compost, pour moi c'est pareil, de se mettre en impesanteur, où là tu étais sur un voilier, où tu étais sur l'eau, pendant des semaines et des semaines en état de transe. Donc voilà, qu'est-ce que tu trouves, on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui s'y passe? Je pense que j'ai besoin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense que en fait tout mon travail et toute ma recherche et toutes ces expériences sont pour moi une manière de mieux connaître, de mieux comprendre. En fait, c'est vraiment de la pure curiosité avant un désir de faire des œuvres ou d'être artiste ou de faire des études de philosophie pour devenir expert de tel auteur, etc. C'est vraiment une volonté de savoir, tout simplement. Et maintenant que je sais que le savoir ne passe pas que par la théorie, ne passe pas non plus que par l'enseignement de ce que d'autres ont vécu, il doit passer aussi par des expériences propres et il doit aussi passer par des modes de compréhension, de connaissance, de perception en fait, qui ne peut être qu'individuel, qui peut être que utiliser mon outil premier qui est mon corps en fait. Et quand je suis dans mon environnement quotidien, ici dans mon atelier, en plein centre-ville, avec le bruit de la ville, avec peu de végétation, même si on a la chance d'être collé à l'entrée du Père-Lachaise et donc de bénéficier la nuit du chant des chouettes hulottes et de toute une faune bruyante et sympathique et même d'insectes, etc. Donc je pense qu'on est quand même dans un microclimat à Paris ici, mais toutefois on est dans une grande métropole et les possibilités d'expérience qui nous sortent un petit peu de ce milieu-là sont quand même réduites. Et donc c'est pas du tout un désir d'exploration, de découvrir le monde, ça m'intéresse, mais ça je trouve que la littérature et le cinéma ont très bien fait leur travail en ce qui me concerne, et souvent j'ai l'impression quand je vais dans un endroit, par exemple, je sais pas, j'ai vu pour la première fois le mont Fuji il y a quelques mois à l'issue de ce voyage en voilier, et en fait quand je l'ai vu, il m'a paru d'une familiarité extraordinaire, c'est-à-dire que je l'avais déjà vu 1000 fois, j'avais déjà tout lu sur lui, j'avais déjà lu ses transformations, ses nuages, ses états, etc. Et le voir a été comme reconnaître un vieil ami, et j'aurais peut-être même pu me passer de le voir, je l'avais en quelque sorte déjà vu. C'est marrant, il y a un chaman en Colombie qui m'avait dit ça, il me dit j'ai pas besoin d'aller à Paris ou d'aller ailleurs, j'ai déjà tout vu. Ça me fait écho à ça. C'est ça, il y a une chanson de Björk qui s'appelle I've Seen It All, qui parle de ça aussi, dans Dancer in the Dark. Et donc c'est pas du tout ce désir-là de voilà, qui est pour moi plus lié même à quelque chose de presque conquérant, colonial, et qui est pas du tout mon imaginaire. Mais par contre, être dans des états, dans des lieux, dans des espaces où oui, comme tu le disais, le corps d'un seul coup se trouve en crise, se trouve dans un espace auquel il n'est pas habitué, se trouve à devoir se réajuster à une autre réalité, parfois à une autre même modalité d'existence, comme l'impesanteur ou comme être sur un bateau. C'était avec la Fondation Tara qui m'a invité pendant presque un mois à traverser le Pacifique de Majuro à Tokyo pour acheminer le bateau pour sa mission de recherche autour des coraux qui se tient en ce moment. Et ça a été une expérience pour moi extraordinaire, parce que d'un seul coup j'ai pu percevoir ce qu'il advient de mon corps et de mon esprit quand je suis plus sur la terre ferme.
que j'ai toujours connu, parce que moi j'avais jamais navigué avant. Donc d'un seul coup, qu'est-ce que ça met en crise, qu'est-ce que ça déstabilise, mais qu'est-ce que ça ouvre aussi. Donc j'ai été très malade pendant longtemps, pas malade heureusement, pas la nausée, mais plutôt une maladie psychique. J'étais dans une sorte de brouillard total qui faisait qu'à part méditer et entrer en transe, j'étais capable de rien en fait. Et comme j'étais en permanence dans cet état d'extrême porosité avec l'environnement, avec le ciel, avec le sel, avec la surface de l'eau, avec le vent, avec les différents états du soleil, de la lune, et puis aussi ce qu'on appelle les quarts de nuit qui nous demandent d'être plusieurs heures par nuit dehors pour veiller, pour surveiller, pour voir s'il y a quelque chose à signaler à celui qui conduit le bateau. D'un seul coup, je me sentais comme ne faire plus qu'un avec l'environnement. Aussi ce qui se passe quand j'entre en transe pendant plusieurs heures, pendant plusieurs mois dans le désert. Aussi les moments de diète dans la forêt sont pour moi vraiment des moments de sortir, disons, de la vie mondaine, quotidienne, métropolitaine, à laquelle je suis en quelque sorte assignée par le métier que je fais. C'est difficile aujourd'hui de vivre autrement. Et pendant ces temps que j'essaye toujours de faire durer le plus longtemps possible, c'est peut-être aussi le luxe qu'on a nous les artistes, c'est de pouvoir faire des résidences et partir dans des endroits comme ça où le temps n'est plus du tout une valeur importante, où on peut prendre le temps d'éprouver, de réfléchir, de se laisser traverser, parce que c'est surtout ça que je cherche, et voir ce que justement cet environnement, le compost, l'impesanteur, l'océan, la jungle, etc., non pas qu'est-ce que je vais y photographier, parce que souvent on me dit t'as fait quoi comme photo quand t'étais là-bas, et en fait peu importe les photos que j'ai faites quand j'étais là-bas, ce que je vais y chercher, c'est ce que cette expérience va transformer en moi et comment elle va me permettre de percevoir différemment, et donc comment éventuellement les outils que je vais utiliser à ce moment-là, tous ceux que j'ai cités précédemment, vont pouvoir être pertinents pour pouvoir m'aider à partager cette expérience, et comment je vais pouvoir produire un travail qui soit le reflet de la transformation qui s'opère en moi, parce que je me vois comme un être en mutation perpétuelle, comme on l'est tous, mais peut-être de façon hyper consciente, et peut-être cette conscience-là me permet d'organiser ces transformations comme des temps qui sont en fait mon travail, qui sont en fait ma vie, quoi. C'est cool. Super conclusion. Non, mais c'est marrant parce que je me dis, tiens, il y a la terre, l'eau, l'air, le feu, l'éther. Enfin, c'est comme si tu avais, dans tes expériences, couvert les éléments. En tout cas, je ressens beaucoup de joie dans ton travail. Il y a cette conscience du monde qui court à la catastrophe, on va dire. Mais il y a une grande joie dans ton travail. Enfin, moi, je ressens ces trucs d'être pleinement en vie, en fait. Et je me dis qu'il y a quelque chose de politique aussi dans cette position, de joyeuse, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que tu ne le vis pas comme ça, mais... Je pense que la joie comme technique politique de résistance, c'est, j'allais dire une arme, mais j'ai évidemment horreur de ce mot, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est une arme à opposer à d'autres types d'armes qui est extrêmement efficace. Et je pense que là, c'est un élément sur lequel on peut agir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais celles sur lesquelles on peut agir, c'est notamment notre état de vie, comment on sent en soi, seul, avec les autres, etc. Et plutôt que de passer notre temps à aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque, alors peut-être cette joie, mais peut-être aussi la validation, l'amour, la reconnaissance, etc. Travailler sur des techniques qui nous permettent de la trouver à l'intérieur de nous, c'est une technique de résistance fondamentale, parce que c'est qu'à partir d'un état de vie, on pourrait dire, joyeux, enthousiaste, plein d'espérance, qu'on peut changer les choses. C'est sûr que quand on est au fond du trou, complètement accablé, déprimé, là, on l'espèce mort de chaud, désespéré par les événements politiques quotidiens, par les horreurs et les injustices en tout genre dont on a parfaitement conscience. Il faut pas être joyeux en dépit de ces choses-là. Il faut pas être joyeux en se disant non mais ça c'est pas grave. Il faut au contraire se dire que seul un état d'espérance active peut permettre de changer quelque chose. Je pense que le travail que je fais, il se situe peut-être en amont de l'action, on pourrait dire activiste ou militante directe, quoique ça m'empêche pas de participer à ce mode d'expression-là et de participation au monde-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sont plutôt des outils qui, en se mettant en amont des questions peut-être les plus immédiates, espère d'une certaine manière contribuer, ne serait-ce que microscopiquement, homéopathiquement, à reconfigurer un petit peu notre imaginaire et notre mode de pensée.
Donc remettre un tout petit peu, réajuster en fait le programme, le logiciel d'exploitation de nous humains, en disant regardez, une vision du monde en métamorphose, une vision du monde en porosité, une vision du monde qui n'accepte pas les binarités, qui produisent toujours des injustices, de la violence, de la domination, mais qui est plutôt une vision spectrale, une vision où les choses se déplacent et peuvent se modifier, revenir à un état statique ou pas. C'est la vision dont je pense alors est-ce qu'on en a besoin, je sais pas, mais qui mérite en tout cas d'être expérimentée dans notre monde occidental qui s'est habitué à créer des séparations, des murs, des frontières, des oppositions, des binarités entre toutes choses, entre tous êtres, entre tout concept. Et je pense que proposer quelque chose, une vision du monde qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus, encore une fois, métamorphique et poreuse, se rapproche plus de ce qu'est en fait la vie. Et quand on l'éprouve, vraiment, cet état-là de fluidité, de possibilité de transformation, de possibilité de changement, et donc de désir de changement, et d'appétit de changement, bien sûr que c'est joyeux, parce que d'un seul coup, tout devient possible, et surtout en s'adressant aux humains, comment on pourrait dire, ce dont j'ai parfois l'occasion, dans des conférences, dans des visites d'exposition, dans ce qu'on appelle les MU, c'est-à-dire ces soirées qu'on organise en ce moment au musée, au Macval, où on invite tous les collaborateurs, collaboratrices venus de différents mondes, de différents pays, de différents corps de métier, quand d'un seul coup, on peut s'adresser à des individus et que ces individus puissent nous partager leur expérience, on s'aperçoit que tout le monde, en fait, désire ça. Et que ceux qui ne le désirent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Et que la peur est facile à défaire. Et que je pense que la joie est un très bon outil contre la peur. Alors pour terminer, d'habitude j'ai une petite question rituelle où je demande aux invités comment ils se connectent au quotidien, à l'invisible, quelles sont les techniques. Mais bon, j'ai l'impression que toi, de toute manière, tu vis connecté en permanence presque. Et on a parlé de beaucoup de tes techniques. C'est comme si j'ai l'impression que tu vis en prière permanente. Enfin, c'est une forme de vie, vie prière. Mais pour moi, c'est la prière au sens large. Ouais. Je peux revenir peut-être pour te répondre au titre de l'exposition qui est ici grand ouvert, puisque c'est un titre que j'ai emprunté à Jean-Luc Nancy, un philosophe français qui est mort il y a 5 ou 6 ans et qui avait brièvement dirigé mon travail de recherche. Et en fait, cette formule, j'aurais pu prendre des formules issues du monde bouddhiste, j'aurais pu prendre une formule issue des pensées amazoniennes. J'ai pris celle-ci parce qu'elle était peut-être plus proche de moi, géographiquement et aussi culturellement. Et quand il écrit ici grand ouvert, dans l'Adoration, qui est un ouvrage qu'il a consacré justement à la question de la prière, presque comme geste, presque comme posture, presque comme état du corps, qui n'est pas une adresse à une divinité qui nous serait supérieure, mais qui est simplement un état d'ouverture du corps et de l'esprit dans lequel on devient quelque part poreux, on se laisse traverser et le corps entier n'est plus qu'adresse, n'est plus couverture, il n'y a plus de différence entre immanence et transcendance, il n'y a plus ces binarités dont je parlais. On est vraiment dans le mouvement d'ouverture, d'accueil, de se laisser traverser, de devenir poreux, de devenir membrane, etc. Donc ici, grand ouvert, pour moi, c'est ça. Et cette posture-là, alors bien sûr, c'est pas facile de s'y tenir, mais en tout cas, toutes les techniques dont on a parlé, la transe, la méditation, les psychédéliques, les plantes maîtresses, etc. sont autant de... C'est mon chien qui aboie. Bien, il est synchro. Sont autant de techniques et de technologies qui nous permettent de travailler ce grand ouvert, pour que ce soit plus seulement un état, un moment ponctuel, je prie et puis je suis grand ouvert pendant 5 minutes et puis je passe par autre chose, mais qui soit plutôt une attitude au monde. Et ça se travaille, ça c'est jamais naturel, c'est jamais donné, et ça se travaille effectivement par des techniques qui peuvent être des techniques d'adoration, mais pas comme adorer un objet qui nous est extérieur, mais plutôt adorer comme s'adresser à quelque chose de plus grand, de quelque chose qui nous est extérieur, et de laisser voir comment ça nous traverse, ça agit en nous, quoi. Donc la technique pour moi, ce serait peut-être celle-ci, grand ouvert. Merci beaucoup Smith, merci d'avoir pris ce temps, c'est passionnant, je pourrais te poser encore 1 millier de questions, mais voilà. Je vous invite à aller voir cette exposition extraordinaire et à aller voir d'ailleurs Monsieur Patate qui est en extase au-dessus de toutes ces œuvres, qui toutes dialoguent entre elles de manière très organique. Voilà, on peut voir tout ton travail là-bas jusqu'en 2027 en plus. Donc merci. Merci infiniment. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibili sur votre plateforme préférée.
à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.